Et Louis Dauphren, ce matin, votre grand témoin est Michel Guéner, avocat, écrivain. Son dernier livre, Après la mondialisation, le retour à la nation, c'est aux presses de la Cité. Et comme nous tous, il a évidemment écouté Michel Barnier, imperturbable malgré le chahut, qui a exposé ses priorités dans un discours de politique générale de quasiment 1h30, 1h23. Une dissolution était-elle nécessaire pour prendre pareils engagements ? Est-ce la méthode en rupture avec le macronisme qui lui a permis de redonner une dynamique à un exécutif en panne d'autorité ? On apprend qu'Emmanuel Macron tendrait à se réfugier en quelque sorte vers le domaine réservé présidentiel et laisser Michel Barnier gouverner. Michel Guéner lui-même est un observateur de la vie politique, plus qu'impliqué, puisqu'il était candidat à la primaire de la droite en 2017, candidat débouté par les Républicains. Il incarnait la société civile sous l'étiquette Société civile 2017, SC 2017. Donc c'est un regard à la fois d'avocat international et puis d'essayiste. Bonjour Michel Guéner. Bonjour. Alors est-ce que Michel Barnier a été à la hauteur de l'exercice, selon vous ? Depuis un certain temps, je pensais qu'il y aurait un après-génération Macron. Et qu'après 7 années de gouvernants jeunes, sans expérience, peut-être avec trop d'arrogance, il y aurait le temps donné... Mot qui a été prononcé par lui-même, Michel Barnier, il y aurait le temps d'un peu de sagesse, de recul. Et de ce point de vue, Michel Barnier a été l'homme de la situation hier après-midi. Quand je lis son discours, il était bâti en 4 parties. D'abord, il a parlé des 2 défis qui nous occupent tous, le défi de la dette financière et de la dette climatique. Puis, il a parlé en termes de méthode, de dialogue et de respect. Enfin, il a tracé 5 grands chantiers, on en parlera sans doute, et il a terminé sur le plan européen. C'était un discours qu'on attendait après des semaines d'incertitude, des années de plus que d'incertitude, d'indétermination politique. Et de ce point de vue, il me semble que les choses ont été bien posées. Comment se fait-il, Michel Guéner ? Je posais la question, une dissolution était-elle nécessaire pour en arriver là ? Est-ce que le macronisme n'avait pas les ressources pour justement poser les bases d'une politique qu'il a décrite hier ? Le discours qu'il a prononcé vient après un cycle de 3 mois assez dévastateur. Emmanuel Macron avait été très étonné, et on s'étonne nous-mêmes qu'il le fut, du résultat des élections européennes. Vous vous souvenez, les élections européennes ont envoyé un message qui était un message de défiance à l'égard de la construction européenne. Puis, la dissolution a été prononcée dans la nuit, ce qui nous a tous étonnés. Et ensuite, il y a eu les élections législatives que l'on sait. Un premier tour avec 11 millions de Français clairement déterminés à changer de braquet dans la politique de la France. Puis un second tour avec un front républicain renaissant et débouchant sur une absence de majorité à l'Assemblée nationale. Ce cycle, il a été vraiment l'acte de décès de l'expérience du macronisme. Je pense qu'après ce cycle, rien ne sera plus comme avant. Et Michel Barnier a aujourd'hui les clés pour justement tracer quelque chose qui sera différent, particulièrement à travers les 5 chantiers qu'il a identifiés. Alors, est-ce que dans quelle serrure va-t-il tourner la clé en premier, Michel Guéner ? Je pense que ce matin, on ne le sait pas. Car l'une des caractéristiques de ce discours que j'ai vu, que j'ai relu hier soir, l'une des caractéristiques de ce discours, c'est que tout est sur un plan. Il n'y a pas d'angle. On est loin de Churchill. On est devant un homme posé qui fait un état des lieux et qui parle de tout. Si je prends les 5 chantiers, ils sont absolument incontournables. C'est d'abord le niveau de vie des Français, puis c'est des services publics efficaces, c'est la sécurité au quotidien, c'est la maîtrise de la politique migratoire, et enfin, ce qu'il appelle la fraternité, née du beau sentiment d'humanité qui est né aux Jeux Olympiques et aux Jeux Para-Olympiques, c'est entre tous les Français plus d'amitié, plus de solidarité et un vivre ensemble retrouvé. Donc, avec aucun accommodement sur la laïcité, le racisme et le communautarisme, des discours assez fermes là-dessus. Et puis aucun retournement sur le mariage pour tous, la PMA, etc. Donc on a eu hier après-midi une espèce d'état des lieux de ce qu'il était encore possible de faire après 7 années de fracas de la France, un état des lieux, mais les chantiers indiqués
les différentes mesures identifiées dans chacun des chantiers, on n'a pas vu de classement, on n'a pas vu d'angle. Ça veut dire que de telles têtes de chapitre, en fait, noient le poisson. Non. Si on vous suit un peu. Non, on verra comment chacun des ministres pousse chacun des 5 chantiers identifiés par Michel Barnier. Ce matin, il est trop tôt pour dire que ce qu'il a dit ne sert à rien. En fait, nous le saurons si, après avoir dit, il fait. Alors, je n'ai pas dit que ça ne servait à rien, mais j'ai dit simplement que pour contenter en fait une assemblée qu'il a quand même chahutée, il a fallu qu'il en donne un petit peu à tout le monde. Donc, côté immigration, durcissement, côté SMIC et gauche, élévation du SMIC de 2%, vous voyez cet équilibre droite-gauche qui est finalement assez classique. Il s'est retrouvé dans une situation inédite depuis la Ve République. La Ve République, elle est consubstantielle à un scrutin, le scrutin majoritaire, hormis l'exception tracassière de 1986, un peu de représentation proportionnelle imaginée par François Mitterrand pour casser la droite. Hormis ce cycle-là, ce petit cycle 86-88, de 1958 à aujourd'hui, nous avons un scrutin majoritaire. Ce scrutin majoritaire, il provoque normalement, depuis 58 jusqu'à l'élection législative de juillet dernier, il provoquait une majorité au second tour. Enfin, il y a eu évidemment la difficulté du deuxième mandat, du commencement du deuxième mandat de Macron. Aujourd'hui, il n'y a plus de majorité dans le pays, en tout cas à l'Assemblée nationale. On a un champ politique fracassé, on a une droite à droite de la droite républicaine forte, avec 11 millions de Français qui se sont prononcés pour le Rassemblement national. On a eu une coalition électorale à gauche qui a quand même été également forte, puis on a un centre qui est entre les deux, et je me suis déjà exprimé là-dessus. Je considère que le retour d'une droite et d'une gauche est plutôt sain pour la démocratie, plutôt qu'un groupe central qui essaye de prendre à droite et à gauche. Non, à ce jour, il faut que chaque ministre, dans son périmètre de compétences, pousse, comme il le pourra, avec l'appui qu'il aura à l'Assemblée nationale, les mesures qui correspondent aux 5 chantiers qu'a défini Michel Barnier. C'est la priorité, ni plus ni moins. Alors, la frustration que l'on peut avoir, c'est que l'angle n'a pas été trouvé. L'angle n'a pas été trouvé car on ne sait pas réellement de quelle France on parle encore ce matin. De ce point de vue... Qu'auriez-vous espéré ? Moi, j'ai 2 interrogations. La première, c'est que Michel Barnier, que je connais, qui est un homme très respectable, à 20 ans, il était élu. Il a 73 ans, il est toujours élu. Il a été conseiller municipal, maire, conseiller général, président du Conseil général, secrétaire d'État, ministre, aujourd'hui Premier ministre et commissaire européen. Et quand même, l'interrogation saine, basique, que se pose quelqu'un qui le voit parler de tout cela, que n'a-t-il fait depuis 50 ans pour ne pas faire ce qu'il dit qu'il faut faire aujourd'hui ? C'est ma première interrogation. Ma seconde interrogation, c'est le rapport à l'Europe. Je suis persuadé, personnellement, étant très attaché à l'idée européenne, que la construction européenne du moment est très malfaisante. J'ai écrit encore récemment une tribune dans Les Échos pour critiquer le marché unique de l'énergie, car je considère que l'enchère européenne unique sur l'ensemble des prix des sources d'énergie est une folie inflationniste. Ça nous pénalise, puisque la France est surcapacitaire. Mais évidemment, ça nous pénalise. Et d'ailleurs, à partir de l'événement que j'ai identifié le 25 juin dernier, une panne de la bourse européenne, on a vu un décrochage du prix de la France par rapport au prix de l'Allemagne considérable. 2 € le prix du mégawatt en France, le 25 juin 2024, 400 € en Allemagne, le même jour. Parce qu'il n'y avait pas d'enchères communes et qu'on avait donc identifié les enchères par pays et donc le différentiel réel du point de vue de l'énergie. Tout ça est très technique. Je reviens au sujet européen. Mais là-dessus, qu'est-ce qu'il peut faire sur l'énergie, justement ? Mais il peut tout faire. Il peut sortir du marché de l'énergie. Non, il peut. Ma proposition, c'est pas de sortir du marché unique de l'énergie, c'est de découpler les sources d'énergie. Et qu'il y ait, par source d'énergie, un prix identifiant le coût réel de chaque source d'énergie. C'est d'ailleurs une voie qu'avait ouverte dans son discours de réception du prix Charles Quint, M. Draghi,
au printemps dernier, que je cite dans mon article. Non, ce que je veux dire sur l'Europe, Louis, c'est réellement capital. C'est-à-dire que la France, on le sait, n'est pas seule en Europe, et je pense que plus de 50% des réponses à sa crise sont dans une nouvelle relation avec l'Europe. Alors évidemment, Michel Barnier est le plus mal placé pour cela. Je pense d'ailleurs, personnellement, qu'il a été désigné comme très bon ambassadeur de la présentation qui sera faite. Ce sera connu dans quelques jours, du budget de la France pour atteindre, comme il a dit hier, 5% de déficit en 2025 et être en dessous des 3% requis par le traité de Maastricht en 2029. Il sera un bon présentateur de l'effort budgétaire français devant Ursula von der Leyen, qui a sa confiance. Et on a l'impression que, en fait, nous sommes avec un gouvernement qui, sur le sujet de la dette financière, va s'employer à respecter les critères de Maastricht. Voilà. C'est ça le choix qui explique donc la présence de Michel Barnier. Il y a un personnage pivot, c'est Alexis Kohler, et Ursula von der Leyen et Michel Barnier au milieu. C'est un peu ça. C'est le récit que j'ai de l'été qu'on vient de passer. Je pense que Emmanuel Macron a cherché une solution avec des hommes politiques plus traditionnels, à gauche comme à droite. Il n'y est pas parvenu parce que, sondant la position des formations partisanes, il était persuadé que le premier gouvernement de droite comme de gauche tomberait, et Michel Barnier est intervenu de ce point de vue. Alors, évidemment, nous avons un Premier ministre volontaire, attaché à l'amour de la France, mais très européiste. Et est-ce qu'il saura faire bouger les lignes? Ce qu'il a dit hier, il y a beaucoup de choses à faire bouger en Europe. Mais que n'a-t-il fait 5 ans quand il était commissaire européen? C'est toujours la même logique de ce discours politique. Vous avez des gens qui, à chaque fois qu'ils parlent intronisés dans une nouvelle fonction, et ils sont comme des ravis de la crèche, invités le premier jour. On a l'impression qu'ils redécouvrent tout. Sur l'Europe, il y a des choses à changer. Il aurait pu le dire plus fermement. Il ne l'a pas fait. Il l'a fait au moment où il se présentait lui-même à une candidature interne pour les LR, où il avait plutôt un positionnement assez ferme, Michel Barnier. Il avait le discours de Bruno Retailleau sur l'immigration, par exemple. Il l'avait, mais de la même manière, quand il était candidat à la primaire de l'élection présidentielle dernière, il était quand même très européiste et très peu réformateur de l'idée européenne. Je le répète, il ne s'agit pas pour la France de tourner le dos à l'Europe, mais il s'agit de se prononcer sur des choses quand même très importantes. Vous savez que le président Macron a proposé d'abandonner l'unanimité dans le vote des conseils européens. Vous savez que le président Macron a proposé de partager l'outil de la dissuasion nucléaire française avec l'Allemagne. Vous savez que le président Macron a également proposé de partager le siège que la France a au Conseil de sécurité avec l'Allemagne. Donc ça veut dire plus d'intégration, qui est le mot européen du fédéralisme. Exact. Et il faut aller dans ce sens-là, Michel Barnier ? Non, certainement pas. Pourquoi ? Parce que la France a son identité, ses marques de puissance et de souveraineté, et son histoire la porte trop haut pour qu'elle soit demain un simple ticket ou un simple pion d'un agenda européen qui la submerge. Je continue de penser que notre pays, sans arrogance, il l'a bien dit hier, c'est-à-dire sans donner la leçon à autrui, peut, sur certains sujets, peser, mais il faut qu'il le fasse avec beaucoup de force, beaucoup de sérénité. Ce qui a manqué à Michel Barnier hier, ce n'est pas son âge, car son âge va l'aider par rapport à, je le répète, une génération de gouvernants qui, depuis 7 ans, a malmené le bateau France. Son âge va l'aider. Mais il faut qu'à son âge, il ait la puissance de la folie, la puissance de l'imagination. Qu'est-ce que c'est la puissance de la folie ? Mais c'est Churchill en 40. Mais c'est De Gaulle en 40. Mais ça ne s'invente pas, ça. Ah, que voulez-vous ? On a les hommes de son temps, comme disait Chateaubriand, et on est l'homme de son pays que si on est l'homme de son temps. Alors, être l'homme de son temps, est-ce qu'aujourd'hui, on a un effet de bascule quand même très fort qui montre que l'opinion attend de voir et que Michel Barnier est de toute façon en sursis total par rapport à ce que l'Assemblée, en particulier le RN, peut décider. Que pensez-vous de l'attitude des groupes parlementaires lors de son discours ? Vous aviez plutôt des LFI assez agités, un RN silencieux.
Ce qui est vrai, c'est que on va commencer aujourd'hui même, après le discours d'hier, un journalier gouvernemental assez effrayant. C'est-à-dire que le lendemain ne sera jamais comme le jour passé. Et évidemment, alors qu'on avait autrefois l'habitude d'avoir un gouvernement pour plusieurs mois, là on a un gouvernement chaque jour pour quelques heures. Bon, c'est parfait pour les médias. Ça va vous aider, mais je ne suis pas sûr que le pays en soit... Parce que n'oubliez pas qu'il y a l'économie, il y a les entreprises, milieu que je connais un peu, et je peux vous assurer que les 3-4 mois qu'on vient de passer sont délétères en termes de niveau d'activité et de niveau de confiance dans le pays. Record de faillite. Délétère. D'entreprise. Délétère. Vous savez, l'économie n'a pas besoin du politique, mais le politique doit donner des signes qui calment, réconfortent et met en confiance l'investissement. Et ça, on ne l'a pas. Donc, moi, je crois que on est dans un gouvernement, effectivement, au jour le jour, et que la vraie échéance qui interviendra, c'est évidemment l'unification de l'exécutif, présidence et gouvernement à la prochaine élection présidentielle. Qu'elle intervienne en 2027 ou qu'elle intervienne avant, si le président Macron tire les leçons complètes de son échec depuis plusieurs années. Réponse très rapide, Michel Guenner. Pour les LR, c'est une forme quand même de résurrection politique? C'est une chance, mais tout n'est pas écrit pour eux. Ils ont encore beaucoup de travail à faire, notamment à savoir où ils se positionnent, si définitivement ils adhèrent à une grande droite nationale qui est en formation électoralement, ou s'ils continuent de jouer sur ce groupe central, avec ce groupe central, pour finalement être un arbitre des occasions offertes par le jeu politique, ni plus ni moins. Rien n'est acquis pour eux non plus. Michel Guenner.